Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste, et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts, eux aussi confinés. Nous sommes aujourd'hui avec un sociologue du travail, il est directeur de recherche au CNRS, il est enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris. Bonjour Didier Demazière. Bonjour. Une question se pose à de nombreux travailleurs qui sont confinés chez eux en ce moment. Le lieu de travail est un espace de socialisation, mais est-ce que vous diriez que le confinement nous désocialise ? Effectivement, je vais d'abord rappeler en quoi le lieu de travail est un espace de socialisation, parce qu'il est en fait à deux égards. Il y a un premier aspect qui est assez intuitif, qui est le fait que quand on travaille, on est nécessairement, quelle que soit l'activité professionnelle que l'on a, en contact avec d'autres personnes, qui peuvent être des collègues, des clients, des fournisseurs, etc. Donc, on a des relations sociales spécifiques dans le cadre du travail. C'est un premier élément de socialisation. Il y a un deuxième élément qui est le fait que quand on travaille, on participe à une activité collective, c'est-à-dire qu'on est inscrit dans non seulement des relations avec les autres, mais des interdépendances avec les autres. Et il ne s'agit pas simplement de communiquer avec les autres, mais il s'agit de régler ces activités et ces actions en complémentarité avec celles des autres. Donc ce sont deux éléments, deux piliers en fait de ce qu'on appelle la socialisation au travail. Ces deux éléments-là sont fragilisés, disons, par le confinement. Pour ce qui est des contacts, évidemment, ça va de soi, on n'a plus de contacts directs, donc les contacts sont empêchés ou sont ralentis, ou en tout cas passent par d'autres voies, la voie électronique notamment. Et ça veut dire que ces contacts vont être, disons, appauvris en termes de charge relationnelle, émotionnelle, en termes de communication interpersonnelle, c'est-à-dire ils vont être beaucoup plus tournés vers une efficacité et beaucoup moins vers l'intercompréhension. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que le fait d'être à distance, ça affaiblit aussi fortement cette dimension collective, interdépendante de l'activité, chacun travaillant parfois non seulement dans des lieux différents, mais à des horaires, dans des temps aussi qui sont décalés, et donc ça affaiblit aussi cette indépendance-là. Donc le confinement de ce point de vue-là fragilise la socialisation au travail ou la socialisation par le travail. Néanmoins, je pense que c'est peut-être un peu excessif, disons, de dire que le confinement désocialise, dans le sens où le confinement ne fait pas disparaître les relations avec les autres, même dans le travail. Il ne fait pas disparaître non plus ce vécu qui est qu'on participe à quelque chose de collectif. Donc, il l'affaiblit sans le faire disparaître. Et donc, la fonction socialisatrice du travail, elle demeure. Elle est plus latente, elle est aussi plus intermittente, mais elle demeure. Peut-être encore ce que j'ajouterais, c'est que même pour ceux qui travaillent dans leur lieu de travail habituel, la socialisation est différente en temps de confinement parce que, disons que les règles de distanciation physique réduisent de fait les interactions sociales, même pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les supermarchés, enfin, donc qui continuent à travailler, parce que aussi l'anxiété, parfois la peur d'être infecté par le virus au contact des autres va freiner ces contacts, et puis aussi parce que la surcharge de travail, y compris la surcharge mentale dans un certain nombre de cas, intensifie les rythmes de travail et modifie le rapport au travail dans le sens d'une retenue par rapport donc à l'engagement habituel. Donc en fait, c'est le travail globalement qui est déstabilisé par le confinement. Je dirais que l'on soit effectivement confiné à son domicile ou bien que l'on travaille dans les lieux de travail habituels. Est-ce que vous voyez, Didier Demazière, des similitudes entre l'expérience que vivent les salariés confinés et celle des demandeurs d'emploi qui sont eux aussi dans une forme de confinement ? Les salariés qui sont confinés conservent en fait leur emploi. Et donc le confinement qu'ils vivent
et que nous vivons, la plupart d'entre nous actuellement, a une caractéristique majeure qui est celle de limiter les déplacements et les contacts humains. Donc ce confinement, pour le dire très brièvement, c'est une situation de distanciation physique. Si on réfléchit dans les mêmes termes, dans les termes du confinement à propos des personnes qui sont au chômage, donc à propos des demandeurs d'emploi, ce que je dirais, c'est que la distanciation, elle n'est pas d'abord physique, mais elle est d'abord symbolique, dans le sens où la privation d'emploi, le chômage est marqué par une dévalorisation sociale. C'est-à-dire, être au chômage, c'est souvent vécu comme être dans une situation infériorisée par rapport au fait d'avoir un emploi. Et donc la question n'est pas la question de la distance physique, et la question qu'on n'est pas comme tout le monde, je dirais, en quelque sorte. Donc c'est un confinement qui est beaucoup plus difficile à supporter parce que il est aussi beaucoup plus difficile à communiquer. Aujourd'hui, le confinement que beaucoup de salariés vivent, on en parle tout le temps. Alors, on en parle chez soi avec les personnes avec qui on vit, on en parle dans les médias, on en parle avec ses amis, sa famille, via Internet, via les téléphones, etc. Alors que le confinement symbolique que vivent les demandeurs d'emploi, ils ont en fait beaucoup de mal, à l'exprimer aux autres et à le faire partager avec les autres. Donc c'est aussi une différence qui pour moi est une différence absolument centrale si on parle du confinement des salariés d'un côté et de ce qui pourrait apparaître comme le confinement des personnes au chômage de l'autre. Alors, dans les deux cas, les repères du travail sont remis en cause. Comment est-ce qu'on fait pour remettre du cadre quand tous les repères du travail sont remis en cause? Ça, c'est vraiment un défi de la situation actuelle, effectivement, c'est comment reconstruire en fait des repères. Je crois que là encore, il y a deux situations très différentes que les salariés vivent aujourd'hui. Il y a les salariés qui travaillent à domicile. On parle de télétravail, là encore, de façon, à mon avis, inappropriée, mais, bon, mais qu'importe. Et puis, il y a les salariés dont l'activité est suspendue et donc qui sont à domicile sans avoir la possibilité, en fait, d'exercer leur activité professionnelle. Pour les uns, en fait, le travail demeure sous des formes différentes et donc il faut le reconstruire, le réorganiser différemment. Pour les autres, le travail a disparu temporairement. Donc, pour ces derniers, la question qui se pose, c'est comment organiser sa vie quotidienne sans travailler. Pour ceux qui continuent à travailler à domicile, la question, c'est comment réussir en quelque sorte à travailler, bien que les conditions de travail soient considérablement dégradées, étant donné qu'il n'y a plus de lieu dédié, le bureau, l'usine, etc., pour travailler, il n'y a plus d'horaire dédié pour travailler, il n'y a même souvent pas toujours non plus d'assignation de tâches aussi précises. Ce sont l'ensemble de ces repères qui sont floutés et qu'il faut reconstruire, qu'il faut réaménager. Ce réaménagement de ces repères de travail, il est assez différencié, je crois, selon un certain nombre de facteurs. Il y a d'abord le métier, parce que si on prend les enseignants par exemple, les enseignants doivent produire leurs enseignements, délivrer leurs enseignements à leurs élèves, quel que soit le niveau d'enseignement dans lequel ils professent, à des horaires qui sont des horaires assez fortement contraints. Et donc là, on retrouve un cadre qui est un cadre externe, hein, qui va jouer ici comme une contrainte, parce qu'on n'a pas forcément toujours chez soi les conditions propices, disons, à la capacité à délivrer des cours dans les horaires prévus pour cela, mais il y a un cadre contraint. Dans d'autres situations, il n'y a pas ce cadre contraint et donc il faut aménager des lieux et délimiter des moments pour travailler. Et face à cela, les conditions de confinement sont extrêmement inégales. Il y a des personnes qui ont chez elles un espace dédié pour travailler, d'autres qui ne l'ont pas. Il y a des personnes qui ont des enfants et ça induit des contraintes spécifiques et d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Donc, les contraintes qui pèsent sur l'invention de nouveaux cas, de nouveaux repères pour le travail sont très différentes. Mais de facto, chacun se débrouille, chacun bricole pour assurer le travail qu'il a réalisé. Et ça aussi, c'est un élément d'enseignement très important, c'est que même dans des conditions de travail qui sont très dégradées, et en fait, les salariés trouvent les moyens
de continuer à travailler, sauf dans les situations où précisément ils sont privés de leur activité professionnelle parce que c'est impossible de la conduire à distance. Et est-ce que vous diriez que les nouveaux cadres de travail qui se mettent en place, qui étaient inconnus jusqu'ici, peuvent réserver de bonnes surprises? Je pense qu'on manque un peu d'enquête pour finalement savoir comment est-ce que les salariés se débrouillent. Je pense que ce qui est acquis, et ce qui est acquis notamment parce que beaucoup de médias ont sollicité des témoignages de lecteurs pour les journaux, d'auditeurs pour la radio par exemple, ce qui est acquis, c'est qu'il y a une capacité à bricoler, à inventer des solutions en fait pour travailler en dépit des difficultés. L'enseignement hein, que je tirerais en fait de ça, c'est que ce que font les salariés ne relève pas d'une organisation individuelle de son propre travail, mais plutôt d'une organisation collective avec les enfants, avec le conjoint, avec les cohabitants, des activités familiales, des activités du ménage en tout cas, dans laquelle il faut trouver une place pour l'activité professionnelle. Donc, ce que ça montre en fait, et je pense que c'est un enseignement conservé et sur lequel il faudra réfléchir à l'avenir, ce que ça montre fortement, c'est que le travail est en très forte interaction, en très forte interdépendance avec le reste de la vie, avec la vie privée, avec la vie familiale, et que peut-être, avant cette période de confinement, on avait sans doute un peu trop tendance à penser que le travail primait sur le hors-travail, que l'organisation du travail, que les horaires de travail, finalement, c'était ça qui était le plus important par rapport à l'organisation de la vie familiale, alors que qu'on a avantage à repenser l'interdépendance, les interactions entre travail et hors-travail, et que si on le prend comme ça, on voit bien qu'il y a toute une série de nouveaux modes d'organisation qui émergent et je pense dont il faudra à la fois faire un bilan et tirer les conséquences quand on sera sorti de cette période de confinement. Eh bien, merci beaucoup Didier Demazière pour votre expertise. Je vous en prie, merci. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.